Alors, hop, screen share, nouveau, entire screen, ça. Et je enlève le tien et je rajoute le mien. Non, le mien est là. Hop. Allez, l'allure régie, ça fonctionne, yes. Ok, alors il y a 2-3 articles sur lesquels je suis tombé parce que je voulais les traiter depuis un moment, mais j'ai pas pris le temps et vu qu'Hugo était là, c'était clairement le bon moment pour en parler. Et globalement, il y a 2-3 autres choses sur lesquelles je suis tombé qui étaient vraiment flippantes, mais genre flippantes plus. Alors, au début, je vous ai dit, le titre est un peu putaclic de celui-là, Truffle Security. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui font l'outil Truffle Hog, qui permet d'aller regarder tous les petits secrets qui dépassent dans un repo, que ce soit en local, sur du file system, que ce soit en distant, directement via l'API. Et globalement, le titre n'est pas du tout putaclic. Ça explique qu'un repo, s'il est public, même si un secret a été push, que la branche a été supprimée, que le commit a été supprimé, qu'il a été forké, mais ensuite supprimé entre-temps le fork ou le repo source, tous les repos vivent au sein de ce qu'on appelle un réseau de repos. Network, un repository network, que voilà. Et globalement, ce genre de choses, ça veut dire que c'est que peu importe la bidouille que vous faites entre vos branches, vos repos, vos forks, tant qu'il y a eu un accès initial et que quelqu'un a gardé l'accès ou le pointeur sur cet objet, et ben tant qu'il a le hash du commit, et on sait que ça peut être préfixé de ces 4-5 digits, donc brute forcé, ben il y a moyen de tout récupérer. C'est juste désindexé, mais globalement, GitHub garde tout, point barre, ad vitam. Donc on n'insistera jamais assez. Si vous avez fait fuiter un bout de secret, il n'y a pas de je l'ai enlevé vite, je l'ai supprimé, en vrai ça va. Ça va rien du tout. Même si vous avez un repo, comment dire ça, vous avez un repo qui est, en vrai ils le disent mieux, mais il y a même un souci de segmentation entre les privés et publics où ça ne suffit pas. Si vous aviez un repo en public, que quelqu'un l'a forqué, vous avez repassé entre temps votre repo en privé, mais vous avez fait entre les deux des actions en public, tout reste accessible de l'externe. Donc c'est Tout jusqu'au vraiment passage. Tout jusqu'au passage. En piétage. Tout Okay. juste. Il y a des cas particuliers. Particuliers. Pour le coup, derrière c'est le côté SaaS, donc on ne sait pas exactement comment ils gèrent. Le wording était assez misleading côté GitHub. Ils ont un petit peu amélioré. Mais globalement, ils ont expliqué qu'il y a tellement de gens qui étaient impactés par défaut sans le savoir que à partir du moment où tu dis on n'est pas... Donc bien sûr, ils ont récupéré plein de secrets. Il y a une liste indiquée de tout ce qui est... Non, c'est pas dans celui-là. Après, il faut quand même le hash du commit. Et le hash, c'est quoi? Ouais, c'est un SHA-56, quoi. C'est un ouais, mais non. Ils montrent une technique où ils peuvent... Le préfixe. Tu peux BF, ouais. Tu donnes les 4 ou 5 premiers digits. Tu vois, comme quand tu fais Docker PS, Docker exec ou alternative. Oui. Si tu mets juste les 2 premiers digits de ton hash, ça marche. Ouais. Et oui. Donc, et bah, c'est pareil. Ouais, Donc, c'est simple. Si tu as un git diff, c'est très vénère. si on prend un git au pif, tel que voilà. Allez, mon réseau, s'il te plaît. Quelles sont les features de compare, dual branch, machin. Si on demande... Ah, il n'y a pas d'autres branches, super. Secours. Ok, super. C'est pas grave. Reviens en arrière et reprends un commit et puis tu vires le début du commit. Enfin, la fin du commit. T'inquiète, je connais un truc où il y a des branches. On devrait s'en sortir. Si on fait ça, voilà. Non, là, du coup, c'est passé par préfixe. Mais globalement, on peut comparer à... Wesh. Ok. Attends, donc là, tu me dis que si le hash en haut, tu vires la fin du hash... Ouais, si je fais ça, ça fonctionne. Ok, j'apprends une chose. Ok, d'accord, je sais pas. Donc tu peux brute forcer l'intégralité de l'ensemble des hashes. Peut-être on aura un ou deux qui seront en collision, donc qui seront pas précisés. Et potentiellement, s'il y a une collision entre deux hashes, bah derrière tu fais un coup de brute force sur le dernier digit. Et du coup, c'est que 5 je pense que ça fonctionne avec 4 aussi. Oui. Et après, moins, je pense pas. Non. 4. 4, donc ça fait 2 lettres en hexa. Ça fait du 26 plus... ça fait du 26 x 2 plus 10 26. puissance 4. Bah oui, 26 lettres. 26 fois 2 plus... Ah, c'est de l'hexa. C'est de l'hexa. C'est de l'hexa. Ouais, bah ça fait du 7 puissance 4. Donc 65 000 65 000. Ils en parlent, je crois, dans le projet. 65... Ouais. En effet. Donc en effet, tu peux brute forcer l'intégralité des préfixes et essayer de
Bah tu vois là, tu peux juste prendre un repo où tu te dis il a vécu depuis longtemps, regarder tout ce qui a été supprimé et si ça n'expose pas des choses sympas et voilà. Et du Il faut coup, rotate, et il faut rotate, toujours. Trofolog automatise enfin, le tool peut le faire. Tu peux lui balancer un repo et il va essayer de trouver des secrets dans les commits cachés. Yep. Mais je pense pas que ça fasse les forks aussi. Donc là, je crée un repo. Je fais une pull request avec un secret dedans. Je supprime la pull request et plus aucun truc visible. Et par contre, si je brute force la range de 0 à 104 là, je vais taper mon repo qui était supprimé. Ouais. Oui, monsieur. Et ça va le remonter. As long as the fork existe. En gros, tant qu'il reste soit un fork, soit une donnée, soit une copie de la copie, ben, même si c'est le upstream, donc avant qu'il y ait eu les changements faits ou avant qu'il y ait eu la protection pour le passer en privé, ceux qui étaient en public le restent. Donc en gros, tu peux avoir mis ton truc en privé et continuer à avoir des commits dont les hashes sont brute forçables récupérables avec de l'information privée à l'intérieur. Et du coup, tu BF le fork ou tu BF le repo d'origine? Tu t'en fous. C'est le même ID, c'est un hash du... Oui, mais c'est pas la URL, c'est pas le user, etc. Ah, mais c'est le même, Nous, on donne envie de lire l'article aux gens. De toute façon, c'est oui, un peu d'accord, notre tu vas pas le faire à la main. C'est stylé. J'ai un peu Oui, envie de le prendre. C'est une dinguerie. C'est clairement une dinguerie. Du coup, ils en ont profité pour sortir un petit guide de How to Rotate avec un site pour vous permettre d'avoir les guides de comment rotate de manière rapide et potentiellement un petit coup de granularité. Tout type de secret. Donc c'est cool, même pour moi qui suis streamer et un peu angoissé de la vie, savoir que je peux rotate mes clés Stripe si je fais n'importe quoi devant vous, c'est je cool. Je pourrais pas tout ton argent, dommage. Et non, tu pourras pas. Déjà, quel argent, de quoi on parle? Laquelle? Ok. Et le deuxième article à ce sujet, c'est lié principalement aux artefacts et ça explique qu'il y a pas mal de actions par défaut, d'actions vraiment extrêmement utilisées par beaucoup de repos, qui ont des comportements un petit peu surprenants. Par exemple, ils ont pu péter l'accès à Red Hat, Google AWS, Canonical, Ubuntu, Canonical, Microsoft, OWASP et d'autres, en public et sûrement beaucoup d'autres, de la manière suivante. La partie checkout, l'action checkout qui est là, ce qu'elle va faire, c'est que certes, elle va copier-coller le contenu du repo pour pouvoir commencer à travailler dessus, donc elle va faire littéralement un git checkout, mais pour pouvoir faire tout un tas d'actions, des modifications potentielles, elle va gentiment déposer un GitHub token plus un HWT dans la racine de là où tu te trouves, ou dans la racine de ton projet. Donc, tu fais un checkout en disant que ça va faire un git clone, en fait ça a fait un git clone, plus ça a généré ou gentiment demandé des credentials, et ça les a passés dans ton répertoire actuel, ça les a écrits. Donc si tu fais du packaging d'une application PyPy, NPM ou autre, et que tu fais un petit coup de zip de ce que tu viens de concocter en local, tu viens de pusher tes creds alors que tu as fait checkout et NPM build ou PyPy. Attends, je te coupe, c'est un JWT de quoi ça? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a... Ouais. Vas-y. Le GitHub token, c'est le token, en gros, quand tu déploies un workflow, il va te donner un GitHub token à tous les workflows. Et du coup, en fonction de qui lance, si jamais c'est un dev, il aura write. Si c'est moi qui fais une PR, il aura que lecture. Et du coup, c'est pour ça, en fonction de qui lance, tu vas pouvoir venir les récupérer. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. L'autre, c'est relativement pareil, sauf que c'est pas un token en mode clé API, mais plutôt un JWT qui est short-lived pour faire littéralement la même chose. Sauf que avant il était short-lived, tu pouvais pas l'afficher dans le job et il allait se faire supprimer ou révoque à la fin de l'exécution du job. Et ensuite ils ont sorti la V4 de GitHub Checkout. Et là, c'est le drame. C'est pas remove. C'est remove, mais le V4 commence à mettre du streaming, donc tu commences à pouvoir afficher le contenu ou télécharger les artefacts qui contiennent le token avant qu'il soit revoke, donc en cours de job. Et sauf qu'en plus, ils ont... Ouais, vas-y. Du coup, tu fais un job qui prend des heures, et pendant des heures, t'as un token que tu viens d'exfiltrer. Non, même pas. Parce que du coup, t'as pas avant la fin du job. C'est le job de la victime, donc t'as pas vraiment de contrôle dessus. Si eux, ils font un truc qui dure des heures, je sais pas, un build, toi, tu vas pouvoir récupérer l'artefact avant que le build termine. C'est ça. Et même si ils font pas un truc qui dure des heures, plutôt quelques minutes, vu que t'as des triggers pour détecter quand est-ce que l'artefact a été release, pour pas faire des gros slips et du polling, au final, tu win ta race relativement bien. Bon, après, ils ont trouvé d'autres strats pour augmenter l'impact, pour gagner les races mieux. Mais donc, juste, tu fais un petit... Tu fais un script qui while true check, et dès que le gars, il fait son ICD pour deploy son truc, et hop, dans l'artefact qui va être supprimé à la fin. Non, le token est supprimé à la fin. C'est le token de l'artefact qui est viré. Le token est révoqué. Globalement, l'artefact reste disponible un certain jour. Ok, je la refais. Tu déclenches ton job. Ton job commence à travailler. Fais l'artefact du début de la première tâche
d'une suite de jobs. Et il te dit voilà, j'ai commencé à finir l'étape 1, on peut commencer à faire la suite. Et la fin de l'étape 1 te dit veux-tu cet artefact? Toi, tu télécharges l'artefact, tu récupères le token. Et sauf que le token va être expiré que quand le job 8 aura terminé, parce que le job 8 a peut-être besoin de ce token. Ok, donc c'est Sauf qu'avant, tu n'avais pas cette rapide. récupération d'artefacts en intermédiaire. Et quand tu vois le fait qu'ils ont pété genre Claire, qui est là pour faire du container scanning, ça veut dire que si tu backdoor Claire, ça veut dire que toutes les boîtes qui font des tests de sécurité dans leur CI et de leurs images, pour enlever les secrets, tu as un outil qui est déjà implémenté partout pour choper les secrets de tous les clients. Et toi là, t'es juste derrière pour aller looter les secrets. C'est monstrueux. Ok, ok, je vois. Et ton token, comme tu disais, du coup, ton token JWT a les perms de la personne qui a déployé la CICD. À les perms du job. Alors, soit de la personne si c'est une personne, soit d'une tâche automatisée, soit du nightly build si ça fait des releases. Globalement. Okay. Parce que la permission est dans ce token-là en particulier. Ok. Faut te dire que quand un job tourne, il tourne soit avec les permissions de l'utilisateur qui la trigger, soit avec les permissions dont il a besoin par design. Par exemple, si on parle de l'époque où Lineage OS s'est fait péter, leur token, il est là pour quoi? Il est là pour tourner, attendre que le build de ROM soit terminé, puis une fois qu'il est terminé, upload les ROM sur les différents mirrors. Donc, tu as forcément un système qui te permet de commit un peu de code peut-être, ou à défaut de ça, aller récupérer aux bons endroits les secrets qui vont... Ouais, t'as quand même pas intérêt à te louper, quoi. Non, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais si le mec, si c'est un gros projet et qu'ils font des grosses updates tous les 6 mois, t'as intérêt à être là au bout. T'as intérêt à le moment où il faut stocker pendant 5 heures, quoi. Ce sera quand même stocké. Même si c'est stocké 2 minutes, en fait, tu peux avoir perdu. Il faut surtout pas avoir d'artefacts qui contiennent des secrets, d'artefacts publics. Oui, mais ton secret... Non, mais là, on parlait pas... Là, je te parlais du JWT. Le JWT, lui, il est là, il est valide le temps du job. Ouais. Donc si les gars ils font je sais pas une grosse PR de Debian ou enfin une grosse mise de Debian, un truc comme ça, tu vois, il faut être là au moment où ils font leur CICD. Non, tu mets des listeners, tu t'en fous, tu mets un truc qui tourne et qui va juste... C'est pas du while true, tu peux aller te register à ce genre de... tu peux faire un handler et dire dès que tu... Ah d'accord, ok. Tu peux aller register un callback en gros, tu peux demander s'il y a un event... T'es pas en train de faire du... Je peux monitor ton projet. Ouais, je crois. C'est pas ça, en fait, c'est pas toi qui vas aller mettre un webhook là-bas. C'est toi qui vas demander à GitHub de te... Tu sais, tu vois, quand tu stars un repo, par exemple. Ouais. T'es pas en train de... Même système. C'est GitHub qui t'invoque quand il y a tel type d'événement sur tel type de repo. Ok, donc tu peux avoir... Ok, je comprends. Ouais. Et du coup, celle-là, sacré panel, sacré dégâts. Hein. Okay. Sacré dégâts. Déjà, tu pètes Firebase, c'est game over. TypeScript, enfin bon, c'est tout ça. Tout ça, c'est game over et c'est que la partie publique dont ils ont le droit de parler. Donc c'est monstrueux. Tu peux remontrer sur GitHub, toi ou Hugo, où est-ce qu'on voit les artefacts dans un build? C'est à l'intérieur de la partie CI/CD, etc. Je te montre ça. Il y a plusieurs endroits où t'en as, mais ouais, c'est clairement dans la partie GitHub Action. Globalement, release, c'est une partie des artefacts qui se fait déposer gentiment ici. Mais quand tu es dans un job de release, il y a aussi des artefacts intermédiaires du genre, donc ça c'est notre workflow, et build input, donc là on peut voir qu'est-ce qui a été utilisé pour le run, et ça, ce sera un artefact. Mais après il y a sûrement d'autres endroits pour les montrer. Ouais, si tu cliques sur... dessus, on peut faire... Tout en bas. Je connais pas les parties tout en bas. T'as rien en plus? En gros sur la step qui fait le upload. Ouais. Ah, on fait précédent? Je sens que je vais finir par leak des trucs. Tu l'as en bas, artefact download URL, tu l'as en bas. Enfin, oui, voilà, ça. Et bah ça, ok, j'ai DL un truc. Alors, tu peux copier le lien. TMP... Fais gaffe. Non, ouais, justement. Tant qu'à faire, hein. Mais vraiment, j'avais regardé, normalement, on n'est pas trop mal. Alors, on a ça, on a un coup de gunzip du pote, on a un coup de... crête qui pop là, ce serait légendaire. Ça pourrait, hein. Gunzip de Will, machin. Ok, et derrière, je vais tenter de lancer un coup de truffle hog sur mon working directory en tant que file system et pas en tant que git, parce que bien sûr, j'aime bien git. Nosy Parker pour trouver des secrets, je trouve que ça marche mieux. Comment tu dis? Nosy Parker. Comment t'écris alors? N-O-S-E-Y Parker attaché. Avec un O. Nosy. Tape Nosy Parker GitHub. Ouais. C'est Nosy, ok. Nosy. Oui, enfin,
Je dis pas que j'ai le bon, hein, clairement. Et, Ok, je trouve via quoi on qu'il me s'installe donne ça? il me donne plus de résultats que Truffle. Est-ce que ça s'installe en 2-2? Pas via ça en tout cas, c'est en Il y a un Rust. Docker si tu veux. Ouh, ouais, après c'est en Rust, hein. C'est Oui, c'est binaire Rust. standalone. Docker. Docker ce sera. Il donne le Docker Run? Oui. Alors que voilà, un petit coup de Temus quand même, on n'est pas des bêtes. Et t'as la commande qui va bien? Scan et point. Et Candu. Ça va. Ok. Mais il y a complexe, celle-là. Attention, il n'y a pas le RM là. Il n'y a pas le? Il va te le relancer ton Docker quoi. Tu vas avoir 3 conteneurs. Ah oui, oui, oui. DPS, ok. Ouais. Scan. Point. Ah, j'y arrivé. Scan. Point. Ok. Run. -rm-it du pote. Let's go. Et bon, on est bien? Faut que tu fasses. Non, après. Ah. Mais il a rien trouvé, non. Il a rien trouvé. Ouais, zero findings. Là, c'est plus rapide que Truffle. Là. Ouais. Ouais, bah, en tout cas. Mais ok, Cool. d'accord. Et par contre, du coup, un artefact backdooré. tous ces artefacts finissent quand même dans la release? Ou alors tu peux en avoir que d'intermédiaires qui seront jamais dans la release? Tu peux Ou alors choisir ce c'est que la tu mets release. dans la release. C'est toi qui Ok. choisis ce que tu mets dedans. Mais Mais tu peux les mettre un artefacts artefact. restent téléchargeables. Oui. Et est-ce que tu peux en mettre un, genre au tout début, et qui finit quand même dans la release? Ou alors c'est que le dernier qui finit dedans? Un artefact, Je c'est des fichiers sur ton file system, donc en soi, tu dois pouvoir les linker à la fin. Mais de toute façon, tu peux juste dire, vu qu'il se passe d'un job à l'autre, bah, tu peux juste dire réutilise ce fichier final. Ok. Hmm. Ok, c'est marrant. Ça ferait la... Yep. Ok, sympa. Yep, yep. Hugo, je te repasse la main? Ouais. Alors, facecam, stop mon screen share. J'attends que le tien débarque. Ah oui, j'ai pas fait. Pas de flash. Et hello. Non, j'ai pensé à ne pas flash aux chers J'ai déjà ma amis. caméra qui sert à ça. Non, attends, Régie, je commence à être rodé au bout d'un an et demi. Si je continue à faire n'importe quoi, ce serait honteux. C'est tout bon, Hugo, tu me dis si c'est bon pour que je balance. Ouais, c'est bon pour moi. C'est tout bon. Du coup, avant le dernier truc que je voulais présenter, non, avant le dernier, ça va être rapide celui-là. C'est un gars qui a présenté ça à DEFCON 31. Il appelait ça un repo jacking. En gros, l'idée c'est que quand vous allez développer votre workflow, enfin vous utilisez des actions, et il y a peut-être un moment où l'organisation qui va héberger l'action, elle va peut-être plus exister ou genre elle a été supprimée. Je sais pas, c'est un utilisateur qui a supprimé son compte. Et du coup, ça va pointer vers rien du tout. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir register l'organisation, créer l'action, et du coup, ça va venir télécharger votre action malveillante. Et du coup, il y a quand même des protections contre ça. Genre, par exemple, là, moi, j'avais trouvé ça sur Azure, sur un repo Azure, où il y avait l'utilisateur Jung Winter, qui n'existe plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars a fait il s'est renommé, enfin, du coup, il a changé son compte. Et GitHub, il monitore quand même les repos. Si votre repo, il y a eu plus de X clones la semaine où vous avez fermé votre compte, et il va empêcher ce type d'attaque. Mais si jamais c'est un petit projet qui n'est pas trop utilisé, on va pouvoir venir register l'org et register le repo et venir déployer notre code malveillant. Du coup, là, sur le repo Azure, ça marchait pas vu que le repo split était un peu plus utilisé que ce que je pensais. Sur GitHub, on peut renommer son compte directement? Oui, on peut. Du coup, tu peux... Pas besoin de recréer un compte, je veux dire. Pas besoin de le delete. Si Ouais, demain, non. Lalu, il se renomme Lalu2, je peux claim Lalu s'il n'y a pas trop de git clone sur son compte, c'est ça? Tu peux claim son compte, mais tu pourras pas faire un... Tu pourras pas créer un repo qui avait le même nom qu'un de ses projets phares, par exemple. Ouais. Par contre, si lui référence... Si toi, par exemple, tu références un projet de Lalu, tu seras vul. Typique dans ce cas-là d'utilisation. Ça dépend, parce que du coup, si... là, par exemple, il y a un redirect de l'ancien nom vers le nouveau, c'est GitHub qui gère ça. Mais du coup, tu vas pas pouvoir créer le repo bypass sur lparser, par exemple, je vais pas pouvoir le créer parce qu'il était trop utilisé avant qu'il ferme son compte, et du coup, ça va pas marcher. Donc tu pourras jamais le faire pointer vers un truc qui existait déjà. L'idée... Ah, il a recrash, je pense qu'il s'est refait Ok. kick out. Mais ouais, globalement, seconde coupure, ouais. C'est clairement seconde coupure. Hop, on a la placène.
Globalement, on a le droit de reuse ce genre de nom, sauf s'il y a eu trop de fame derrière, et en ce cas-là, ça ressemble trop à une attaque. Ouais, Ils c'est permettent ça. un peu de rotate, mais pas de faire des takeovers contre trop d'impact. Ouais. Donc le gars Ça se tient. présente dans son article qu'il a réussi à pawn quelques trucs, mais que c'est quand même assez limité. Ça me fait mourir de rire. Vosek, sa réponse, c'est seconde coupure des os. En plus, il répondait pile à ma question, ça me saoule. Réponse qui vient du cœur, chais. Voilà. Je l'attends ou je continue Avec un sur la mot. suite? Non, continue, je pense qu'on va déjà pas mal déborder. Enfin, déborder. Déjà Du bien joué. coup, Il aura érotif. Hein. avant-dernier truc que je voulais présenter, un peu plus complexe. En gros, il y a des chercheurs qui ont pawn un repo de Firebase aussi. Et en gros, là, sur l'écran, c'est le code qui était vulnérable. Du coup, vous pouvez reconnaître qu'il y a un GitHub script qui vient récupérer un artefact. C'est la partie haute du script, enfin du screenshot. Et ensuite, il vient faire un unzip, il vient cat un fichier dans le zip, et il balance tout ça dans le GitHub env. Donc GitHub env, on a dit que si on contrôle les variables d'environnement, on peut globalement voir un shell. Donc ça, c'est la version vuln. Firebase, ensuite, ils ont patch. Et en dessous, là, je vous affiche maintenant le patch. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il vient toujours récupérer un artefact. Il y a toujours un unzip, d'un premier zip, d'un premier artefact. En fait, il y a 2 artefacts. Donc dans le premier, il y a le pairNumber.txt. Là, il y a un peu de logic bash qui vient s'assurer que dans ce fichier, on n'est que des caractères entre 0 et 9 et que ça a une taille particulière pour que ça corresponde à un commit. Et ensuite, est-ce que vous voyez quand je souligne un truc? Oui. Ok, parfait. Du coup, ça aligne en bleu là. Il y a une syntaxe un peu particulière, ça s'appelle les workflow commands. En gros, si on vient afficher sur stdout dans le runner, lui, il va interpréter ça et il va en faire des choses. Donc, c'est un moyen de communiquer avec le runner. Et donc là, ce que ça dit, c'est set output. Donc, on va vouloir définir une variable. La variable, elle s'appelle pairNumber. Et la valeur de cette variable, ça va être la valeur bash pairNumber qui a été set juste avant si on a passé des checks. Si seulement on avait un truc qui existait déjà pour gérer ce genre de cas, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités. Si seulement. Ouais, c'est un peu C'est overcomplicated. complètement overkill. Sachant qu'au tout début du lancement de cette feature, il y avait juste au-dessus, au lieu de set output, il y avait set env. Du coup, on pouvait mettre des variables d'environnement arbitraires. Ah. Et du coup, comme on l'a vu, on pouvait pawn Attends, on instant. pouvait demander du coup d'utiliser l'output. Ouais. Attends. Tu peux demander. L'output était. En vrai, c'était un eval sur de l'output, donc juste t'avais un contrôle Exact. de texte et ça faisait un contrôle de sémantique et de code. Exact. Donc ça, c'était fixe, mais ça a été découvert en 2020 par un mec, Wow. mais c'était hardcore. Echo pipe eval, littéralement. C'est terrible. Sur le blog post, il y a le lien vers la vuln sur le bug tracker de Chromium. Mais si ça veut vous dire que voulez. tout était vu. Tu faisais une PR sur Ouais. n'importe quoi. Enfin, Tu mettais en titre si de je- PR. Non, parce que le titre de la paire est pas forcément reflected. Faut que tu trouves Ok. un truc sur reflected. Mais Ouais, non, mais une erreur. ça- Une erreur. Ouais, voilà. Tu ajoutes un bout de code qui va faire crash à la compile. Ça fait une erreur qui dit je ne comprends Exact. pas le token machin et RCE dans le. Ah. Du coup, là, il y a un peu de ça dans ce que je vais montrer. Donc, ils ont fixé le set env et maintenant, on peut juste mettre un set output. Et du coup, et ensuite, il y a un unzip d'un fichier qu'on contrôle qui est un autre artefact. Donc, c'est le android.zip, là, on le contrôle. Et ensuite, du coup, il y a une autre step qui est un GitHub script. Donc là, c'est juste pour exécuter du JavaScript. Et ensuite, dans les steps d'après, on va pouvoir venir récupérer notre pairNumber avec cette syntaxe, donc avec une évaluation encore une fois. Donc point step, donc dans la step unzip, on vient récupérer la valeur pairNumber qui est dans l'output. Et donc ça match ce qu'on a mis juste ici. Ok. Ouais. Excuse-moi, c'est vrai, je faisais oui de la tête, j'ai oublié que quand t'étais Ok. en screen share, t'avais pas le. Du coup, l'idée, présent. Tu vas pas l'idée- finir tout seul en stream, t'inquiète. Si je meurs, le stream se coupe. c'est qu'on contrôle le fichier zip, il est unzip. Et du coup, ce que va faire unzip, c'est qu'il va afficher sur stdout le nom des fichiers. Et du coup, là, l'idée de l'attaque, c'est un peu de faire la même chose. C'est qu'on va créer dans mon zip un fichier qui s'appelle comme ça. Il commence par le nom d'une workflow command qui va revenir redéfinir le pairNumber. Et sa valeur, ça va être du coup cet ignoble JavaScript qui va venir fermer la quote ici, fermer le contexte ici et venir exec notre console.log. Bon, tu t'es embêté un peu à fermer le contexte proprement. Tu voulais pas faire un code plus système de machin plus quelque chose? Je sais pas, peut-être. Bah, Ça vraiment, marche quand là, t'es. Pour moi, si. Ah, attends.
Ouais, ça await du string. Pour compute le string, si tu fais quote, tu sais, comme dans des XSS, tu fais quote moins A moins quote, enfin quote moins alerte moins quote. Ok, bah ouais, ça va beaucoup être plus simple que venir fermer tout le truc. Vas-y, ouvre juste un petit bout de VS Code ou autre si tu as. Ouais. Globalement, là, tu me fais un var égale foo as a string. Enfin, quote foo quote. Yes. Là, si dans foo, Vosek bouge pas, je te rajoute. En fou, je viens genre Bon, manger t'entends. inject ici, je viens fermer ma Ah. côte. Attends, Hugo, petit instant, je rajoute Vas-y, Vosek. vas-y. 3 screens. C'est tout bon, on l'a récupéré. Désolé. Ouais, l'idée là, c'est que si entre tes deux hauts, tu fais un quote plus A parenthèse plus quote, là, t'as une concaténation de string, t'as fait que dalle, et si ton A c'est eval, ben t'as tout gagné. Exactement. Ouais, ok, j'avoue. C'est vraiment les petits. Globalement, le simple quote est super pratique en XSS parce que vu qu'en la plupart des browsers, il y en a qui commencent à l'encoder, mais l'encodaient pas. Quand tu avais des contextes en URL ou autre, tu pouvais juste mettre un quote moins A moins quote. Et si tu as caractère not found A, c'est que tu as un sync à XSS. Enfin, Effectivement. Je fais une tape là du coup. on a arrêté la CI, on s'est dit que le web c'était vachement mieux. Mais j'arrive, on parle d'XS, ça me plaît, mais de quoi on parle? C'était quoi la question avant que tu crashes? Enfin, que tu crashes, que tu te fasses. Là, je me suis fait pire que Daroned là, c'est. Double. Je me suis fait. Je sais plus, je peux répondre à ma question sur. Ça, j'ai oublié. Allez, sur next, c'est pas grave. Next. Ah oui, si, c'était ça. Reviens là où t'étais. C'était sur le fait que, en Ouais. gros, quasiment pour des dependency confusion ou du DNS takeover pour des emails ou des choses comme ça, Ouais. là, GitHub, il dit s'il y a suffisamment peu d'utilisateurs, bah, autant que tu puisses réutiliser le nom du projet ou le nom du user. Et s'il y a commence à y avoir vraiment beaucoup de fork, étoiles, downloads ou autres, vu qu'eux, ils gardent les stats, bah, on va te dire non, ça aurait trop d'impact si on te le donne, donc on préfère bloquer la feature. Ouais. C'est Ok. un peu le jugement d'eau mouillé de On bloque. ça a l'air bienveillant. Ok, je vois. Ouais. Et du coup, t'as loupé le début de l'autre. J'ai loupé le début, c'est qu'on dirait une injection de template un peu. Ouais, mais c'est Ouais. pire que ça. En gros, Ah ouais, c'est violent. Vas-y, faites rapide, sinon c'est pas grave, je prendrai en cours de route. il y a une syntaxe un peu barbare qui permet de, si t'arrives à écrire sur std out, le runner il va interpréter ce que t'écris et tu peux définir des variables. Genre, par exemple ici, si t'écris ça sur std out, ça va venir définir une variable qui s'appelle pair number et dedans tu vas pouvoir mettre du contenu que tu veux. Et ensuite dans une step après, tu peux venir, oups, non, c'est ça, tu peux venir référencer la variable que tu as définie Ok. et l'utiliser. Et ce qui fait que du coup, si jamais tu contrôles std out, c'est gagné. Et là, tu as une step qui fait un unzip. Et du coup, unzip, ça va venir afficher sur std out le nom des fichiers. Donc tu peux faire un fichier qui s'appelle comme ça. Tu viens fermer le contexte JavaScript. Est-ce qu'on rejoint on la vue de rejoint. tout à l'heure ou c'est pas coté? Ouais, c'est ça. Et du coup, tu reviens injecter dans le JavaScript ici. Et tu peux faire un console. Pourquoi c'est du JS là? Parce que c'est la step, enfin action GitHub script, tu peux lui mettre un script JavaScript. Ah oui, c'est Parce pas que un là, run en prend le bash. paramètre Ok. script, c'est que derrière, ils vont faire Ouais, ça. un Ouais, npm ts quelque chose. Donc en fait, ça, j'ai un truc que j'ai pas capté ça. Tu peux faire des runs qui correspondent à un bash, c'est ça? Ouais. Et script, ça correspond à du JS. Alors en fait non, là c'est, tu vois, c'est une action. C'est pas run comme tout à l'heure où c'était juste run. Ok. Soit c'est run, soit c'est use. C'est surtout Ok, que c'est une action. script, là, ça va être un nom de paramètre. Genre, tu Ouais. donnes du script qui va être passé à l'intérieur de l'action. Et Ouais. l'action, elle a sûrement un truc qui dit bash, s'il te plaît, invoque npm-ts ou node qui ensuite va son run autre chose. Ouais, rien que ça. Là, Ok. script, c'est un nom de paramètre. Juste un nom de Ouais, c'est paramètre. le nom de paramètre de cette action. Ok, Et ok. la syntaxe, du coup, juste en dessous, avec les honneurs de points, repo de points, est complètement misleading. Ça devrait être que de la data. Ok. Alors, Peu je n'ai importe. aucune idée de comment là je vous parle. Parce qu'il y a Twitch qui vient de cracher à gauche et Discord qui reboot. On t'entend. Écoute, le stream fonctionne. Ne touche à rien, je ne t'entends, sais pas comment ça marche. Hein. C'est quoi ce beat? Et du coup voilà, et du coup dernier truc que je pensais commencer par ça, mais du coup on va finir par ça. Mhm. On a sorti un adviso aujourd'hui, c'est sur une vulne sur SonarCube. Et en fait c'est une vulne qu'on a exploit pendant un red team du coup pour Paris 2024, donc pour les JO, avant que ça commence.
Et en gros, du coup, c'était avec un collègue, Laude, et du coup, il y avait la phase de Recon, ou Recon RT, externe. Et sur la phase externe, on s'est un peu mangé les doigts, on n'avait rien à se mettre sous la dent, on n'a rien trouvé, c'était un peu compliqué. Et le dernier jour, avant d'envoyer un mail au client pour lui dire on passe, on assume une breach, tant pis, il y a Laude du coup qui retombe sur le Sonar Cube, qui teste des creds, et oui, creds, admin, un mot de passe de merde, on rentre, on est admin sur la cube. Donc accès à toute la code base, accès aux potentielles failles trouvées. Alors du coup, ouais, accessibles. on était tout excités d'avoir accès à tout le code de leur organisation GitHub. Sauf que là, on commence à regarder, rien, pas de secret, genre pas de trucs obvious, pas de secret. Enfin, souvent, on trouve des fichiers de conf avec des creds pour se connecter à droite à gauche, mais là, il n'y avait rien. Du coup, on était un peu deg et on regarde un peu sur la console d'admin et on se rend compte qu'il y a un plugin GitHub qui, du coup, ça permet d'interconnecter son Sonar à son organisation GitHub. Comme ça, Sonar il va fetch le code, et il va lancer son analyse statique et il va essayer de trouver des bugs. Et quand on regarde la conf du plugin, on se rend compte qu'il y a une URL qui pointe vers l'API GitHub. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qui se passe si jamais on met notre propre serveur à nous? Est-ce que le Sonar va venir se connecter avec les creds de l'application? Bonjour, token. Exactement. Et du coup, c'est yes. ce qui s'est passé. On a tac. Donc soit on peut faire un call d'API, soit il y a un truc test credential, je sais pas si on le voit sur le screen, non. Donc globalement, on peut trigger. Sinon, on met notre T4 et là on a un JWT super sympa qui nous arrive. On peut utiliser ce JWT pour l'échanger, enfin on peut récupérer l'installation ID de l'application qui est reliée à ce JWT, mais on peut surtout échanger ce JWT contre un access token. API, yes. Et après, on peut se connecter du coup sur l'organisation. Et du coup là, le token, il avait un accès en lecture à toute l'organisation de Paris 2004. Du coup là, on était super contents. Et du coup, encore une fois, dans l'historique des commits, on a trouvé des secrets. On a trouvé la clé SSH de l'admin de l'organisation. Et du coup, on avait un accès en écriture sur tous les projets. La clé SSH privée? Ouais. Qu'est-ce qu'elle caché dans un repo? Caché dans un historique, il avait delete, ouais. Pas révoqué. On a dit qu'on révoque, hein, revoke, rotate. Il a tout chain. Et du coup, là, on est arrivé full admin, on avait un accès en écriture, et on a pu déployer des workflows malveillants pour extraire tous les secrets CI/CD, et après on a pivoté sur le cloud, et on a fait... Après c'est gagné. Et après c'est gagné, ouais. Ok. Juste une question là. Avec ton JWT, t'arrives à récupérer un autre token. C'est quoi la diff à le token? Je connais pas trop la manière dont GitHub gère l'attente. En gros, le JWT, c'est un JWT qui est pré-signé avec les secrets. En gros, quand tu installes une application, ton application elle a un ID et une clé privée. Elle va utiliser, tu donnes la clé publique à GitHub, et GitHub, ensuite tu vas pouvoir faire une première authentique, tu vas pré-signer ton JWT avec ta clé privée, et tu vas pouvoir échanger ça contre un access token, les access tokens de GitHub. Okay. Qui sont GHS pour serveur to serveur ou GHP pour personnel access token des utilisateurs. Ok. Et ça, c'est le même token que j'ai quand moi je me balade sur GitHub. Ouais, c'est ça. C'est le même que ce qu'on avait. C'est quand même vachement sympa ces tokens avec des préfixes que tu peux grep facilement dans une code base. C'est pas mal, super généreux. Ouais. Je sais plus là. Et ouais, du coup, c'est marrant parce qu'à un moment, on a déployé un workflow sur un projet, du coup, avec l'identité du gars avec qui on a volé sa clé privée. Et on a su après, mais il y a un gars qui a vu le commit et qui s'est dit, mais c'est bizarre. Du coup, il allait voir le mec en question, l'admin. Il lui a dit, c'est toi qui as fait ce commit. L'admin, il a fait, non. Et là où on a eu de la chance, il était probablement, je crois, vendredi 17h. Les mecs sont partis en week-end, ils sont revenus le lundi et ils sont pas revenus. Ça pique. En même temps, tu dois être un peu en pression, hein, le côté assume breach, Red Team il a pas avancé, t'as la minute. Clairement, ça allait très vite. Et si vous voulez plus d'infos, je crois qu'il va y avoir Du coup, il y a le mec du SOC qui va faire une présentation aux assises cette semaine, qui va parler un peu de ça. Il y aura plus de détails, je pense. Vous avez déjà fait les assises? J'ai jamais fait les assises. C'est quoi ce truc à Monaco, ça? Non plus. Oui. On va voir. Ouais, si. Enfin, sauf erreur de ma part. Bon. Il semblerait que j'ai un problème de DNS, je sais pas pourquoi. Du coup, ça résolve pas Discord, ça résolve pas GitHub et ça résolve. Pourquoi ta machine elle est en train de mourir? Je n'ai aucune idée, mais là, si tu veux, je sais pas si c'est l'immeuble qui s'est mangé 2 éclairs ou je sais pas, mais juste c'est relou quoi. Ça n'arrive jamais, ça m'est jamais arrivé, ça arrive maintenant en stream pour la première fois que je viens quoi. C'est pas. Fichtre.
Après, je peux soit couvrir tes articles. Attends, déjà, Hugo, est-ce que tu restes tu as autre chose ou c'était ton dernier article? Non, c'était la dernière chose que je voulais présenter. Alors déjà, un merci et énorme GG parce que le taf fait derrière et la présentation est quand même assez dense. J'ai enlevé ton écran si tu veux venir Ok, ouais. en screen share pour discuter de visu. Solide, que dire. Je te vois depuis longtemps, je sais, vu qu'on se voit régulièrement, le temps que tu y as passé. Ça fait plaisir, honnêtement, le palmarès de pétage de... Je sais pas, t'as dû... Combien de Pas boîtes mal. impactées? 15, 20? Ouais, 30. il y a pas mal de gros trucs. Entre par toi et par les recherches qui vont découler de ça, d'autres Ouais. chercheurs. Ouais, ça fait peur parce qu'on se... Enfin, des fois, il y a des vulnes, c'est assez évident, et quand tu vois ce qui se passait avec XZ, tu dis qu'en fait, ça peut arriver à Tu peux n'importe exactement qui, tout le quoi. monde. Vachement plus vite, avec vachement plus d'impact et pas forcément être détecté aussi vite. Et tu m'avais envoyé, je crois, c'est toi qui m'as envoyé un lien d'un gars qui avait spot un gars qui essaye d'introduire une vulne sur un commit, sur un projet, pour pouvoir essayer de l'exploit après. Donc je pense qu'on va avoir des trucs, on est pas Il y a prêt. quelques années comme ça. Non, ça fait mal. Surtout que là, en plus, tu tapes des grosses boîtes. T'as Microsoft, tu fais. Ouais, si tu ouais, poison le Blast Microsoft, Radius. mon Le pote, Blast Radius. Ouah. Bah, justement, là, le gars que j'ai cité tout à l'heure, Adam Kahn, il a un Ouais. article où il a poncé où Microsoft, il s'est retrouvé sur un runner qui était enroll sur le domaine de Microsoft. Oui, après. Et Donc, pull je crois, request ouais. into TI interne. Hein. Exactement. Alors que- Bon, voilà. Il a eu zéro Alors- bounty de la part de Microsoft, c'est un peu d'erreur. Alors- là-dessus. Alors que moi, ma CICD pour Hugo, c'est vraiment un webbook GitHub qui fait un curl avec un secret en paramètre get sur /massin.update. Et le update, il lance un script SH qui va rebuild. Là, déjà, quand l'éléphant, lui, m'a dit les scripts, la CICD, elle peut être. Je crois qu'elle est pas. Elle peut être automatisée comme ça. Je me dis, mais pourquoi je fais ça alors que c'est clairement fait pour déployer proprement. Là, il me dit, mais oui, moi j'ai un site Hugo, ça se déploie tout ça. Je me dis, mais quoi? Alors que moi, je fais un curl pour que ça rebuild, pour que ça remerge. Avec un Ouais, flask t'as un qui peu mise en réinventé boucle. la Enfin, roue, mais bon, en même temps, on le fait tous pour des trucs. Ah, ça marche nickel, hein, mais alors, la galère, alors que t'as une Tu sais CICD. qu'avant d'être un petit peu plus calé en GitHub, en GitLab CI/CD à l'époque, là, le site Think Love Share, c'était un système où je faisais mon système en local, un build en local, puis un Je git me commit rappelle de ça. add git push pour le repusher tout le site qui est build en remote, parce Ouais, qu'à le l'époque, il n'y avait public. pas la possibilité d'avoir deux sites sur un seul GitLab. En gros, GitLab Pages, tu avais les pages Oui. pour ton user, mais pas pour ton user par projet. Donc j'avais J'ai fait un utilisé. deuxième site dégueulasse, un deuxième compte qui était juste là pour récupérer Handle, le contenu et le hoster. Dégueulasse. Ok. Dégueulasse. Ok.